Alors, si vous le voulez bien, on va poursuivre avec donc des témoignages que nous avons obtenus directement, témoignages de personnes qui ont déclaré se sentir harcelées. Nous avons le premier témoignage, donc une vidéo réalisée donc de Fabienne Chalier, qui est avocat au barreau de Versailles et également aujourd'hui maintenant médiateur professionnel. Bonjour Edith, merci de me permettre de témoigner aujourd'hui. J'ai été embauchée dans un grand groupe en qualité de juriste alors que j'étais avocate. En fait, j'avais fait ce choix parce que j'étais proche de mon domicile. Ensuite, au sein de ce service, il y avait une organisation que je dirais, moi, aujourd'hui, très autoritaire, en fait, pour l'ensemble de l'équipe. Au quotidien, il y avait beaucoup de procédures à respecter. Les personnes étaient en open space, donc ça a des avantages, mais aussi des inconvénients parce que tout le monde entend tout, tout le monde voit tout. Et je venais prendre ce poste après le départ d'une personne qui avait été licenciée suite et qui, avant son licenciement, avait eu une longue période d'arrêt maladie. Dans le service également, à la même période, il y a eu un burn-out dans le département immobilier d'une personne proche de la retraite. Il y a également eu un départ en congé maternité, un départ en congé sabbatique. Et donc, en fait, des passages d'autres assistantes et juristes en intérim, et donc une difficulté à organiser le service globalement du fait de ces arrivées et départs et du fait de l'organisation assez figée. Donc, effectivement, dans ce contexte, moi, je me suis sentie harcelée à cette période-là. J'ai bien vu que mon supérieur hiérarchique était dans la difficulté fait de ses arrivées et départs fréquents. Cependant, je ne savais pas exactement ce que l'on me reprochait. Donc, et moi, je pensais sincèrement qu'il était possible de discuter. Donc, j'ai sollicité mon supérieur hiérarchique, j'ai sollicité la DRH. Il est arrivé un jour où on m'a rejeté de la table, donc mes collègues n'ont plus voulu déjeuner le midi avec moi. Donc, je m'en suis confiée à ma directrice juridique pour essayer de comprendre. J'ai essayé de voir les différents collègues qui ne m'ont pas donné de réponse. En fait, ils avaient visiblement l'instruction, j'ai pensé, de ne pas me parler. Ensuite, au final, on m'a convoquée pour mettre en place une nouvelle organisation. Ce qu'on me reprochait du point de vue de la DRH, c'était le non-respect des délais. Donc, en fait, on a mis une organisation très serrée au point, en fait, où je devais, au quart d'heure près, rendre compte de mon temps passé le vendredi soir. Le lundi, on revoyait mon planning, mais dans la mesure où j'avais tellement de choses à faire, il y a forcément des choses que je n'avais pas pu effectuer et c'était l'objet de discussions et d'émotions avec mon supérieur hiérarchique puisqu'en fait, il n'entendait pas mes raisons. Mon poste a été maintenu jusqu'à ce que j'accomplisse l'ensemble de la tâche que j'avais à accomplir pour les approbations des comptes. Et donc, au lendemain de la clôture des approbations de comptes, en fait, j'ai reçu une lettre de licenciement. Et en fait, je n'ai compris vraiment les motifs de mon licenciement qu'au travers d'attestations qu'avaient fait mes collègues, qui étaient vraiment très difficiles à lire pour moi, parce qu'en fait, je ne pouvais plus m'en expliquer. Et en fait, aujourd'hui que je suis médiateur, en fait, je me rends compte qu'il y avait aussi beaucoup de prêts d'intention, de jugement, en fait, que finalement, c'était beaucoup d'émotions, mais il aurait été très utile d'avoir un médiateur, en fait, personne extérieure pour traiter ces différends, en fait, qui sont devenus rumeurs. En fait, ça a justifié qu'on me traite très durement, alors que peut-être
si on avait échangé, clarifié, si on s'était basé sur ce qui s'était passé vraiment, on n'aurait peut-être pas fait de confusion entre les difficultés rencontrées par le service et celles que je rencontrais moi. J'aurais peut-être été proactive pour trouver des solutions puisque j'en avais et du coup on aurait peut-être pu tous ensemble en contribution arriver à ce que le service fonctionne mieux. Voilà, je regrette aujourd'hui de ne pas avoir de ne pas avoir connu la médiation à cette époque-là et de ne pas avoir fait appel à un médiateur professionnel. Voilà, donc voilà le témoignage de Fabienne Chalier, avocate, qui a mal vécu sa situation en tant que salarié, avocat salarié dans une grosse structure, mais également qui a mal vécu cette situation, ne serait-ce que par rapport à l'affrontement qu'elle a dû subir dans le cadre de la procédure judiciaire qu'elle a initiée. Donc, quels sont vos commentaires, s'il vous plaît? Alors, moi, je veux bien intervenir, Edith. Donc, ce que nous explique Fabienne, hein, dès le départ, dans son témoignage, c'est qu'en fait, elle a pris ce poste. Alors, a priori, elle est juriste et ce poste requérait des compétences sensiblement différentes. Donc, elle a pris ce poste dans un contexte où l'entreprise, quand même, elle rencontrait déjà des difficultés en termes de ressources humaines, notamment des absences de salariés pour diverses raisons. Et puis, elle cite aussi des personnes qui sont en burn-out, des congés sabbatiques. Donc, on identifie ce qu'elle nous dit, ce qu'elle nous témoigne, nous permet d'identifier que déjà, en termes de quantitatif, on va dire, hein, de nombre de personnes pour travailler, et peut-être aussi de qualitatif, les ressources ne sont pas là. Donc, sans doute que l'ambiance, hein, quand dans une entreprise, il y a une masse de travail à accomplir et que il n'y a pas les personnes pour le faire, c'est sûr que celles qui restent, ça pose d'ailleurs toute la question de l'absentéisme, ça, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, mais l'absentéisme de certains va avoir des répercussions sur ceux qui restent, ceux qui sont présents et peuvent les mettre eux aussi en difficulté. Donc, ça, c'est ce que moi j'ai remarqué par rapport au monde de l'entreprise et à ce qui peut s'y produire. Et puis, il semble aussi que par rapport au contrat de départ, il n'y ait pas eu un accord sur la quantité de travail, le type de travail à réaliser, ce qui fait que Fabienne, elle s'est retrouvée avec une masse de travail à effectuer, mais énorme, et au-delà de ce qu'il est possible de faire, avec en surplus, en prime, une surveillance, alors quasi de tous les instants, puisqu'elle doit rendre compte toutes les semaines, dire pourquoi elle n'a pas pu faire certaines choses, et sans doute qu'elle, dans la manière de faire, elle considère le travail d'une certaine façon. Hein, le rendu de son travail, sans doute qu'elle veut aller au bout, et que là, on lui demande de produire, produire, produire. Donc, on voit bien que dans une telle situation, la relation, l'avenir de la relation est compromis. C'est vrai, comme tu l'as dit, Joël, au niveau des ressources humaines, c'était déjà tendu dans le cadre de Fabienne. Et on peut aussi se poser la question des choix organisationnels. Comme tu l'as dit, oui, il y a des personnes qui ont été absentes, etc. Est-ce que justement dans cette relation de Fabienne à ses supérieurs, est-ce que cette relation n'était pas plutôt menée par des intérêts ou des enjeux techniques? On se souvient peut-être tous des histoires il y a quelques années de benchmarking comparatif au sein de plusieurs agences bancaires entre managers, entre agences et entre salariés. Où là, justement, c'est l'organisation qui a fait naître ce sentiment de harcèlement aussi de la part des personnes. Et il y a eu plusieurs enquêtes. C'est aujourd'hui des pratiques qui sont interdites. Merci François, merci Joël. Moi, ce que je vois aussi, c'est surtout après, lorsqu'elle se retrouve dans une procédure,
l'impact et le manque peut-être d'équipement quand on est face à ses pairs et qu'on a des difficultés à se retrouver comme ça dans des termes accusatoires ou culpabilisants forts qui ne sont pas le reflet de sa propre réalité ou même de la réalité tout court. Oui, ça m'évoque des moments de ma vie où je n'ai pas pris, je n'ai pas su m'exprimer, m'affirmer, et où il y a, encore une fois, j'aime bien ce mot d'engrenage qui se met en place, où tant qu'on reste soumis, tant qu'on n'exprime pas, parfois par la violence, par l'acte, par les gestes ou par les mots, son ressenti, c'est le bourbier. Moi, ça me fait penser à ce qui m'est arrivé quand j'étais petit. J'étais en Afrique et j'avais un petit chemin à faire à pied tous les jours pour aller à l'école, 8-9 ans, il me semble. Et un jour, est face à moi quelqu'un, un Africain, un Nigérien, c'était passé au Niger, de 15 ans, qui me dit qu'est-ce que tu as dans ton sac? Et donc, gentiment, je lui montre que j'avais amené des voitures dans mon sac, et il me les prend. Et je lui dis, mais je ne voulais pas te les donner. Et il les prend et il s'en va, en courant. Bon. Et le lendemain, je reprends évidemment le chemin de l'école. C'était à 8h30. Et donc, je partais vers 8h20 de chez moi. Elle n'était pas loin, l'école, à pied. Et hop, il se représente. Et ça continue comme ça tous les jours. Je vais rentrer dans ce phénomène de soumission et je lui donnais quelque chose. Il va me demander quelque chose tous les jours jusqu'à un moment donné où lors d'un Noël, je reçois des talkie-walkie et là, je me dis, mais il va me les prendre. Et il va me demander et je réfléchis, je dis, mais c'est pas possible, je veux pas rester comme ça. Et donc, un jour, je lui dis, non, je te donnerai plus loin, plus rien. En face de lui, il était plus grand et dans ce cas-là, il me pousse au moment où je dis ça, je tombe sur le dos et je le regarde et puis il s'en va. Et c'était pour vous évoquer le geste. J'ai dit non, et lui, il a réagi face à ce non. J'étais violemment basculé sur le dos, et puis il est parti. Et depuis ce moment-là, ça s'est arrêté. C'est terrible de sortir et de trouver finalement une solution. C'est pas évident, surtout quand on est là, c'est plus du harcèlement, on va dire, primaire, école primaire ou école secondaire. Et il y a 3 phrases qui sont des mémotechniques, en tout cas en tant que médiateur professionnel, qui me sont revenues. La première, c'est vraiment cette phrase qui permet de prendre de la distance, c'est effectivement ne pas prendre pour soi ce qui n'est pas soi. Ou alors, rien de ce que me dit l'autre ne m'émeut ni n'émoi. C'est une jolie phrase que je me répète souvent lorsque je suis en interrelation ou avec des supérieurs ou avec des copains, des amis qui vont être critiques ou être avec des propos peut-être durs, tout simplement parce qu'ils le vivent et qu'ils ont envie de l'émettre, ces propos. Et il y en a une troisième aussi qui me vient à l'esprit et que j'aurais aimé pouvoir dire à Fabienne lorsqu'elle était en proie avec ses difficultés. C'est cette jolie phrase de Jacques Prévert qui dit le monde mental ment monumentalement. Et je trouve que si on est en face de ces 3 phrases et qu'on se les relate, on se les dit à l'intérieur, comme des mantras, on dirait des hindous, eh bien, on positionne le cerveau, on positionne tout un ensemble homéostatique de tournures de notre cerveau qui va permettre peut-être de dire stop à certains moments et de s'exprimer. Mais effectivement, ça se travaille, c'est un apprentissage, on en revient toujours à la même problématique de ressenti finalement d'un mauvais équipement pour gérer et exprimer ses ressentis. Voilà, je dirais ça. Ouais. Mais merci en tout cas de nous avoir confié également ton témoignage, oui. Qui illustre très bien en fait le fait que quand on est dans un état émotionnel, quand on n'arrive pas à lâcher prise et que l'on donne de plus en plus prise, eh bien, on est dans un engrenage, on est dans un bourbier, comme on l'a dit, et ça fait penser, alors au harcèlement, mais ça fait penser à tout
toute autre forme de situation, du chantage aussi. Bien sûr. C'est le même engrenage qui fait que une personne n'arrive plus à dire stop. D'ailleurs, c'est pas qu'elle n'arrive plus, c'est qu'elle n'arrive pas à dire stop à un moment donné. Alors, soit c'est la culbute, soit c'est, comme tu l'as fait, dire stop. On est au pied du mur. Et moi, je refuse cet état. Ce qui est marrant, c'est ce qui m'a fait dire stop, c'est le fait que je me dis, si mes parents qui m'ont, parce que je savais que le Père Noël n'existait plus, et si mes parents voient que j'ai plus mes talkie-walkie, oh, excusez-moi, hein, j'ai enlevé une illusion à certains. Voilà, je me disais, si mes parents s'aperçoivent que j'ai plus mes talkie-walkie alors qu'ils viennent de me les offrir, je vais être mal par rapport à ça. C'est tout un raisonnement finalement par rapport à la famille, par rapport à soi et c'est marrant, c'est ce qui a fait que je lui ai dit non, stop. Voilà. Ce que tu dis, c'est en fait un choc entre deux pressions. C'est un choix entre une pression et une autre que tu te rajoutes par rapport aux parents. C'est ça. Oui, quel était l'enjeu le plus fort? Quel était l'enjeu le plus fort? Tout à fait. C'est vrai qu'à une époque, avant les années 60, hein, tu l'as dit, Edith, nous n'entendions pas parler de harcèlement. Puis aujourd'hui, le mot harcèlement, quelque part, il a été, entre guillemets, banalisé. Et parfois, on entend « Oh, mais arrête, tu me harcèles ». Voilà, en fait, comment est-ce qu'on peut qualifier le harcèlement? Alors, d'un point de vue juridique, on a su le qualifier. Ce qui peut être rencontré, et notamment, alors moi je parle beaucoup de l'entreprise parce que c'est ce que je connais le mieux, mais je sais qu'il y a d'autres secteurs, d'autres domaines où le harcèlement, il n'a pas de frontières. Hein. D'ailleurs, tu en as parlé, Jean-Bruno. Même au Niger aussi, ça peut exister. Bon, donc il n'y a pas de frontières. Mais à aujourd'hui, quand déjà on dit dans les entreprises, on a un référent harcèlement. Donc harcèlement, quelque part, juste ça valide que ça peut exister. Alors oui, ça peut exister, mais c'est pas très valorisant. Et il nous est pas venu à l'idée, je dis nous, mais la société en général, de se dire peut-être qu'on pourrait plutôt parler de référent qualité relationnelle. Parce que là, on serait dans le mode prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive pas? Et bien donc, on va mettre en place des outils, un dispositif qui va, renforcer les personnes dans leur capacité à avoir finalement de bonnes relations, à se dire les choses, parce qu'on peut ne pas être toujours d'accord. Et bien sûr que dans l'entreprise, oui, il y a plein de situations où il peut y avoir des désaccords, sans pour autant en arriver à une souffrance que les personnes peuvent ressentir. Et puis, le fait que ça s'exprime aussi finalement souvent dans un univers clos, hein, dans l'entreprise, par exemple une entreprise agroalimentaire, domaine que je connais quand même assez bien, on est dans un univers clos, des ateliers, des équipes, ce sont toujours les mêmes qui se retrouvent ensemble. Là, on va avoir ce qu'on a vu d'ailleurs tout à l'heure hein, dans la vidéo qui concernait la compagne qui mettait jupe au pantalon. On l'a bien vu qu'il y a des phénomènes de groupe. Et il y a ce qu'on appelle et ce qu'on entend quand les gens se forment à des techniques de management. Ah oui, vous savez, vous avez les moteurs, les acteurs, les moteurs, les suiveurs, etc. Et puis les saboteurs. Hein, on apprend ça quand on n'a pas eu encore l'opportunité de découvrir les outils de l'ingénierie et de la médiation professionnelle. Voilà. Et donc, il y a ce phénomène. Et ça accentue quand même les difficultés et parfois la personne qui est le plus en souffrance, elle ne va pas qualifier la situation de harcèlement. En revanche, les autres vont dire « Ah mais là, dis donc, ah mais tu es harcelé là ». Et tout ce phénomène va faire que il y en a un qui va être étiqueté de victime et puis l'autre qui va être étiqueté de bourreau, hein, et ça va être, et finalement, quand on prend le recul suffisant, ce dont on se rend compte, c'est que les deux personnes sont sans doute en souffrance.
tu le disais tout à l'heure, Jean-Bruno, le chef de service, il y a une frustration. Ben oui, certainement. Il y a un phénomène qu'on retrouve un peu sur toutes les vidéos qu'on a pu visionner jusqu'à maintenant. C'est aussi ce sentiment de solitude que les personnes peuvent avoir. Est-ce que ce qu'il se passe normal? Est-ce que je suis la seule personne à le vivre? On a parlé de peur aussi, il y a peut-être du jugement également. Et c'est vrai qu'il y a l'entreprise, puisque là on est dans le monde de l'entreprise, un rôle très important au niveau de la sensibilisation, bien sûr, de la formation des personnes, mais aussi de mettre à disposition les ressources nécessaires pour que les personnes puissent échanger sans forcément aller jusqu'à déclencher une enquête ou voir un médiateur, mais déjà échanger sur leur situation. Merci pour vos commentaires très instructifs qui nous permet justement de comprendre beaucoup mieux ce qui se passe lorsqu'on se sent harcelé. En tout cas, Fabienne Chalier, merci pour ton témoignage, merci pour la confiance que tu nous as apportée. Nous allons passer à un témoignage d'une magistrate. Alors, son identité va rester secrète parce que ses difficultés avec sa hiérarchie perdurent à ce jour, mais elle a tenu à faire ce témoignage que je vous laisse découvrir et qui fait que même, alors on parlait jusqu'à présent d'entreprise, eh bien, il faut savoir que l'institution judiciaire est également une entreprise comme une autre. Mais je vous laisse découvrir donc son témoignage. Je suis magistrat de l'ordre judiciaire depuis 2013. J'ai exercé également en tant qu'avocat durant 10 ans, préalablement. Vous m'avez gentiment sollicité autour de cette table ronde pour apporter un témoignage, et c'est bien volontiers que j'accepte d'apporter ce témoignage de manière objective par rapport à la situation actuelle que nous connaissons. Notre thématique, je l'ai bien noté, porte sur le harcèlement moral au travail. C'est une thématique actuelle qui interroge également dans le cadre de notre organisation. On parle de nos conditions de travail, on parle de situations difficiles. Vous avez sans doute entendu parler à travers la presse de manque de moyens, de manque d'effectifs, de conditions de travail qui posent problème. Il y a eu aussi au début de l'année 2021 le suicide d'une collègue, âgée seulement de 29 ans, qui nous a interpellés, âgée de 29 ans, prénommée Charlotte, suivie également d'une tentative de suicide d'une greffière. Une tribune s'en est suivie dans le journal Le Monde. 7000 signatures réunissant magistrats, fonctionnaires, greffiers, pour dénoncer la souffrance mentale des agents au travail au sein de cette organisation. Puisqu'il s'agit d'une organisation de travail comme une autre, au final. Et cette situation elle n'est pas nouvelle, puisque préalablement il y avait déjà eu des alertes, des états d'alerte. Ces états d'alerte ont été lancés par, notamment je pense à l'Union syndicale de la magistrature, qui a publié un rapport au cours de l'année 2015. Ce rapport, vous pouvez le consulter par vous-même sur leur site, site internet accessible à tout le monde, où on retrouve ce rapport intitulé « Souffrance des magistrats au travail, situation, état d'alerte ». Et dans ce rapport, il y a plusieurs passages qui vous intéressent justement sur la thématique qui nous préoccupe, pour laquelle vous m'interrogez, puisque en page 48 jusqu'à la page 52, on évoque cette souffrance au travail et on cherche à identifier les causes et on parle d'un management inadapté. Chapitre 2, un management inadapté, où l'étude est basée, je le rappelle, sur des témoignages, sur une collecte de témoignages de collègues, de magistrats donc, qui ont évoqué les situations qu'ils rencontraient. Ils ont souhaité conserver l'anonymat, et ce rapport officiel, qui a été publié, c'est pas quelque chose d'officieux, mais d'officiel, évoque justement les causes et rappelle que le management a pu paraître inadapté parfois,
qu'il peut y avoir aussi un manque de considération vis-à-vis des agents qui attendent effectivement d'être reconnus par rapport à leur investissement professionnel, leur implication, et qu'ils ne le sont pas forcément, et donc ça se traduit par une frustration au niveau du travail, par un sentiment d'ignorance, un sentiment de finalement de ne pas faire partie intégrante d'une organisation. Est évoqué également un management qui peut se décliner par des humiliations, des pratiques humiliantes, des insultes, des pratiques discriminantes, des propos discriminatoires, des remarques déplacées qui vont amener pour l'agent connaître des problèmes, à être fragilisé, à être finalement mis sur le banc, mis en touche, et à connaître des problèmes de santé à terme en étant confronté à des commentaires inadéquats, à des indélicatesses, à des abus de pouvoir parfois, des abus d'autorité. Donc c'est une situation qui existe, c'est une situation qui interroge, qui amène aussi à constater qu'il peut y avoir des rapports brutaux dans la direction, dans la gestion des ressources humaines, avec ce que j'appelle moi une gestion verticale, pas horizontale, en tout cas qui ne considère pas l'intelligence collective de la collectivité de travail, et qui va finalement venir taper comme sur un rocher sur l'individualité, sur le sujet de production que nous représentons au niveau de la collectivité de travail, sans que puisse s'exercer une certaine solidarité. Pourquoi? Parce que cette solidarité à l'heure actuelle, elle est quasi inexistante, que finalement il peut y avoir un climat, je dirais, de peur autour de tout ça, peur de ne pas être compris, peur de ne pas être entendu, et finalement nous sommes confrontés à des blocages au niveau de la communication, blocages dans la façon de manager, et que cette position verticale ne permet pas justement de faire émerger le sentiment d'être incompris, le sentiment d'injustice, le sentiment d'être humilié, et que au final toutes ces frustrations cumulées peuvent amener à un absentéisme, à des burn-out, et parfois malheureusement on l'a vu, à des suicides. Alors cette problématique, elle n'est pas nouvelle, hein, elle existe, hein, elle a été déjà dénoncée, mais j'ai envie de dire que c'est difficile de faire passer le message, difficile d'être entendu, difficile aussi de trouver une solution, parce qu'on peut admettre effectivement que trouver des solutions, adopter des pratiques, ça passe effectivement par une remise en question, ça passe par une réflexion, une vraie réflexion, et ça amène à confronter ces pratiques avec ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait mieux faire, ce qu'on ne sait pas faire, et si nous sommes dans l'ignorance ou dans l'incompréhension. Alors il y a un chapitre également dans ce rapport sur le harcèlement moral, où plusieurs témoignages sont rapportés donc de collègues qui parlent d'une dégradation, hein, je lis ce qui est indiqué. Le constat peut être fait d'une dégradation préjudiciable au magistrat concerné, de ses conditions de travail, consécutives à des agissements de son chef de juridiction, révélateur d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction, où on va finalement reprocher à l'agent sa personnalité. Parfois, on va lui reprocher sa vie privée. On va sortir du cadre relationnel professionnel, et on va dégrader en quelque sorte la relation de travail, au point que le magistrat, lui, va se sentir déstabilisé, atteint. Il ne va plus comprendre le sens des agissements, et ça se traduit souvent par des arrêts de travail, ça se traduit par un absentéisme, ça se traduit par un isolement, par une placardisation. Et ces agissements, il faut le rappeler, ces agissements répétés, qui ont pour effet de dégrader la relation de travail, qui vont avoir des conséquences sur l'état de santé de l'agent, sur ses conditions de vie, constituent des faits de harcèlement. Et ce harcèlement, il est punissable par la loi pénale, il est également punissable sur le plan social. Et il faut le rappeler, ce sont des situations tout à fait anormales, mais qui existent malheureusement. C'est pas absent de notre organisation. Ça existe bien. Et j'ai envie de dire au contraire, il faudrait pouvoir faire en sorte, puisque l'alerte a été donnée, l'alerte a été rappelée à de nombreuses reprises tout au long de l'année 2021, encore en 2022. Il faudrait pouvoir vraiment mener une vraie réflexion, réfléchir autrement, comment on peut faire autrement. Il existe des solutions, sortir du contrat social pour aller vers l'entente sociale. Je rappelle, l'article phare, c'est l'article L133-2 du Code général de la fonction publique, qui dispose, je vais vous le relire, aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à sa santé,
à sa dignité, à ses droits, d'altérer sa santé psychique, physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Ces agissements donc sont répétés de façon régulière. Ils vont venir donc porter préjudice parce qu'ils dégradent les conditions de travail. Souvent, ils amènent à un impact qui peut se traduire par un épuisement moral, un épuisement physique, un épuisement psychique, et puis c'est le burn-out. Et là, c'est l'arrêt de travail prolongé et une absence de communication, une absence de dialogue, et une incompréhension donc qui va faire le jour avec un blocage. Peut-on surmonter ce blocage? J'ai envie de vous dire oui. Moi-même, je connais une situation de cet ordre-là, puisque j'étais arrêté pour burn-out, justement pour ce type de situation. J'ai été amené à dénoncer des faits de harcèlement émanant d'un tiers, extérieur à mon administration, et alors que je cherchais à apaiser la situation, mon administration informée depuis plus d'1 an n'a pris aucune mesure, ni pour me protéger, ni pour ma sécurité, ni pour ma santé. Aucune mesure n'a été prise, je pense que j'ai pas été pris au sérieux d'ailleurs, et on va dire clairement les choses. Et en représailles, j'ai vraiment subi un blocage de ma carrière, blocage de toute promotion, blocage, impossibilité d'être inscrit au tableau d'avancement depuis déjà plus de 2 ans et plus encore, puisque je suis normalement inscriptible depuis plus de 4 ans déjà, inscriptible. Et donc on voit que face à cette dénonciation, où pourtant je m'inscris en tant que victime, en retour, qu'est-ce qui a été fait? Aucune mesure n'a été prise, mais par contre on a ouvert une enquête administrative, disciplinaire, pour essayer de rechercher d'éventuelles fautes imputables. Et ces éventuelles fautes consistent à avoir osé dire, osé dénoncer, osé déposer plainte, alors même que je m'étais désisté, pour avoir osé dire que j'avais été victime. Voilà. Alors j'ai l'impression qu'on marche à l'envers, j'ai l'impression qu'on est confronté à un conflit de valeurs. Je vis mal, je le dis, cette situation, c'est sûr. Mais je pense, voilà, ça m'a amené à réfléchir, d'autant plus que j'ai aussi une formation en tant que médiateur professionnel, sur laquelle j'ai pu me poser des questions sur la qualité relationnelle au travail, sur les outils qui existent, et je suis convaincu qu'il existe des solutions, qu'on peut sortir, qu'on peut introduire un nouveau paradigme. Donc voilà, ce témoignage est étonnant parce que on ne pense pas que dans ce milieu judiciaire, eh bien, il y ait des difficultés et notamment des problématiques telles que évoquées dans ce témoignage. Alors, l'un de vous aurait des choses à rajouter, aurait à commenter cette vidéo, cette bande-son? Je veux bien prendre la parole, mais peut-être que François ou Joël, vous voulez y aller. Vas-y. Alors moi, je trouve que c'est vraiment bien exacerbé au travers de ce témoignage que justement dans l'établissement judiciaire ou de la police d'ailleurs, tous ces corpus, je dirais, ces organisations qui sont axées sur la hiérarchie finalement, encore plus avec ce droit qui arrive et qui devient le fer de lance de chaque fonction, chaque expression. On voit vraiment que le pouvoir hiérarchique, une fois qu'il est sclérosé, figé, avec des confusions identitaires, des représentants de ces différentes hiérarchies confondent leurs casquettes avec la réelle compétence qu'ils ont, et qu'ils abusent parfois, ou ils sont simplement dans la confusion. L'autorité de leur fonction fait qu'ils ont l'impression d'être complètement dans leur bon droit. Et donc, on voit bien que les personnes qui sont victimes et qui sont emportées, comme par un long torrent qui les prend, c'est mauvais. C'est mauvais pour elles, pour leur santé. Et parce qu'elles n'ont plus de pouvoir, elles sont soumises au pouvoir hiérarchique, et donc je dirais que oui, le manque de pouvoir, c'est mauvais pour la santé, car quand on a du pouvoir, même s'il n'est pas hiérarchique, c'est qu'on a du contrôle sur quelque chose, et je parle du pouvoir d'affirmation et d'expression encore. Et lorsqu'il y a un mur hiérarchique, que ce soit la police, que ce soit le corps de la magistrature, eh bien cette pyramide hiérarchique va vous demander encore plus d'avoir un pouvoir rhétorique, un pouvoir d'être dans l'expression affirmée de ce qui ne va pas. Et même dans le cas de cette personne, elle parle très bien, on voit qu'elle a une très belle élocution et est très claire dans ses propos, et cependant, il peut y avoir une sourde oreille ou un non-retour figé
de la part de cette posture de pouvoir hiérarchique qui est évidemment terrible dans ces organigrammes de police ou de justice. C'est hallucinant. Moi, ça me heurte vraiment. Et alors, comment faire pour pouvoir dire oui, dire non et se faire imposer du coup des prérogatives, des directives que nous ne voulons plus. C'est très difficile. Et dire non, c'est quelque chose qui paraît impossible ou qui n'est pas entendu. Quand on dit non, on devient effectivement une cible. Et donc, c'est toute une corporation qu'il faudrait, c'est une fourmilière dans laquelle il faudrait donner un énorme coup de pied. Sinon, dès qu'on veut, et on a vu ça aussi avec la crise Covid, excusez-moi, mais dès qu'on voulait émettre une idée, une critique, tout de suite, on a ce même phénomène de stigmatisation et on va reprocher aux personnes de ne pas être dans le flux, dans le flux médiatique, dans le flux de la pensée globale. Et donc, il faut absolument sortir de là, sinon c'est le serpent qui se mord la queue. Et celui qui commence à élever la voix se retrouve stigmatisé. Et le vrai pouvoir ne se prend pas par la force, il s'acquiert, encore une fois, sur une connaissance sur soi, d'actualisation de son potentiel d'expression, d'émission de l'information, avec des outils rhétoriques. Et c'est ce que nous faisons au travers de la médiation professionnelle, de par nos formations, de par aussi ce qu'on acquiert en tant que médiateur professionnel sur le terrain. Ça permet parfois de renverser la table, d'être face à quelque chose qui nous paraît difficilement acceptable et de le dire de telle sorte d'être entendu, d'être écouté, faire changer le point de vue des personnes. Merci Jean-Bruno. Donc, ce que tu dénonces, en définitive, c'est une omerta, une loi du silence qui est là, qui n'aide pas les personnes qui s'affirment en tant que victimes, qui se sentent de plus en plus isolées, parce que l'isolement, c'est la caractéristique également l'une des caractéristiques du harcèlement. Et donc, ça me fait penser surtout au fait que dans ce monde de l'adversité, dans ce monde de juristes, eh bien, ils sont plus juristes que des spécialistes de la relation ou des managers, tout simplement. Parce que l'institution judiciaire, comme tu dis, il y a une confusion identitaire, il y a les magistrats, la magistrature qui va rendre des jugements, rendre la justice, entre guillemets, et puis il y a également dans cette institution le management des individus qui travaillent, que ce soit des greffiers, que ce soit donc du personnel administratif, y compris des magistrats, et on le voit. Ces magistrats, il y en a certains qui craquent parce qu'ils ne se sentent pas soutenus par leur hiérarchie. Et c'est ce qu'ils réclament du soutien. Ou juste de l'écoute. C'est vrai que là, l'indifférence de tout l'établissement, c'est diabolique. C'est ça. Et on le retrouve effectivement dans le domaine de la police. Il y a un livre qui est paru, donc de Fabien Biran et Agnès Naudin, donc le titre c'est Police, la loi de l'omerta, publié aux éditions du Cherche-Midi. Et qui dénonce véritablement des faits de harcèlement moral, de dénigrement au quotidien, d'autoritarisme. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est dit, eh bien, il faut surtout pas aller au-delà. Il faut surtout pas aller vers ce que peut prétendre l'agent. Il vaut mieux préférer la loi du silence plutôt que, je dirais, s'avouer être incompétent dans le domaine de la relation et du management. Oui. Donc, dans cette police, alors je prends simplement qu'une citation, je resterai là, mais elle veut tout dire. Fabien Biran disait, dans la police, quand on dénonce un problème, on devient le problème. Ça a tout dit. On a tout dit là à ce niveau-là. Et Pensez à l'armée.
Excuse-moi, je t'ai Oui, coupé. Ça me fait penser oui, à l'armée quand je faisais l'armée, où on n'arrête pas, quand on a un problème, de nous dire il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. En gros, démerde-toi. Et s'il y a du harcèlement, démerde-toi aussi. Bats-toi, etc. Démerde-toi, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Voilà la réponse. Et on se retrouve il y a des situations, là on parle de la police, mais à l'armée, dans mon souvenir, il y a des situations terribles, terribles de harcèlement où les personnes sont complètement vouées à elles-mêmes avec ce silence et cette indifférence. On ne va pas rentrer là-dedans. C'est oui. terrible. Et d'ailleurs, je reprendrai une citation parce qu'il dit, et en complément, j'ai subi les foudres de la hiérarchie avec une surcharge de travail, du dénigrement. On a cherché à me discréditer auprès des collègues en me faisant passer pour suicidaire et en me retirant mon arme. Donc, vraiment, c'est difficile pour ces institutionnels de reconnaître une incompétence dans le domaine de la relation, apparemment. Parce que il serait facile de désamorcer, je dirais, ces sentiments de dénigrement, de harcèlement ressentis, d'isolement de la victime, s'il y avait effectivement, comme tu dis, de l'écoute. Et puis, plus en avant, au-delà de l'écoute, de la reconnaissance, et puis, et ne pas rester dans cette loi du silence de l'omerta. Joël, je vois que tu manifestais, donc, Bon, tu voulais peut-être dire c'est un du peu plus. langage non verbal. Ah, Moi, je reviendrai juste. Alors, le domaine de la police, du judiciaire, c'est pas un domaine que je connais particulièrement. Donc, je reviendrai sur la confusion identitaire parce que ça, c'est vraiment intéressant, quel que soit le domaine. Et j'ai souvenir d'une médiation que j'avais faite entre une contrôleuse qualité et une jeune intérimaire qui avait un poste, on va dire, d'opératrice. Et en fait, alors ça se passait avec une personne, mais en réalité, au cours de la médiation, ce qui est ressorti, c'est que la manière dont exerçait cette contrôleuse était identique globalement avec tout le monde, puisque le fait qu'elle porte ce nom de contrôleuse et le fait que sa fonction soit le contrôle, eh bien ça lui conférait, en tous les cas, elle en avait la croyance, une forme de pouvoir. Et ce qui était douloureux pour elle, parce que quelque part cette histoire était douloureuse pour elle, c'est que chaque fois qu'un produit était non conforme, alors un produit non conforme, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas pouvoir être traité, on peut traiter une non-conformité. Par exemple, une salade qui serait trop verte par rapport à un cahier des charges, bah, il suffit de faire un tri supplémentaire et puis on sera conforme au cahier des charges. Donc, il n'y avait pas de péril dans la demeure et pas de problématique sur la santé de qui que ce soit. Hein. Mais pour elle, elle disait je suis non conforme. Elle disait pas le produit est non conforme. Elle disait je suis non conforme. Et elle ne le supportait pas. Donc, forcément, elle se pensait responsable du produit et responsable de la non-conformité. Et sans doute que dans son esprit, elle allait être jugée par rapport au fait qu'elle était non conforme. Donc ça, c'était quand même flagrant, cette confusion identitaire. Et tout le travail a été, quand elle a compris qu'elle avait un rôle à jouer dans l'entreprise, tout comme ses collègues hein, d'ailleurs, que le produit, ben, il pouvait arriver conforme ou non conforme, ou être à écarter ou à retraiter, sans qu'elle en porte uniquement la responsabilité. Elle n'était pas responsable de tout, c'était un travail d'équipe. Mais vous voyez, cette confusion, ce que ça peut engendrer et ce que ça avait engendré, puisqu'elle en voulait aux personnes qui finalement la rendaient non conforme. Hein. merci Joël. François? En fait, on peut s'apercevoir que peu importe le type d'organisation, que ça soit une institution, que ça soit une organisation privée ou bien une association, les phénomènes de harcèlement, ils se retrouvent un peu partout. On s'aperçoit aussi que peut-être un endroit où on les attendait le moins,
On a parlé du système juridique judiciaire, de la police. Les cas de harcèlement sont aussi présents dans l'éducation nationale ou dans le monde hospitalier. Et quelque chose qui revient souvent par les victimes ou bien par les lanceurs d'alerte, c'est ce sentiment de ne pas avoir été entendu, comme vous l'avez dit, Edith et Jean Bruno. Et s'ils sont un peu entendus, c'est de ne pas être accompagnés. Et donc là, il y a à nouveau une nouvelle problématique de reconnaissance des personnes. On peut se poser la question, puisqu'on est dans une société où le jugement est important, on a tous toutes des évaluations, des entretiens annuels. Est-ce que faire remonter des cas de harcèlement, des cas de violence auprès de sa hiérarchie, n'engendre pas un phénomène du jugement de l'autre? J'ai des cas de harcèlement dans mon équipe. Si je le fais remonter, est-ce que ce n'est pas moi? C'est la confusion identitaire, c'est peut-être moi qui vais être jugé comme compétent. Merci François, en tout cas pour cette intervention.